Ce matin, la météo écossaise nous rappelle rapidement où nous sommes. Après plusieurs jours étonnamment lumineux pour les Highlands, la pluie est de retour. Un ciel bas, des montagnes noyées dans les nuages. L'Écosse reprend son visage le plus familier. Mais c'est aussi dans cette atmosphère que ces paysages prennent toute leur dimension. Aujourd'hui, notre route nous emmène sur la côte ouest du pays. Entre lacs, montagnes et villages tournés vers la mer, nous commencerons à Glenfinnan, un lieu chargé d'histoire devenu célèbre bien au-delà de l'Écosse. Puis nous rejoindrons Fort William, au pied du Ben Nevis, avant de continuer vers les ports et les paysages maritimes de la côte ouest. Une journée entre Highlands et océan, sur certaines des routes les plus emblématiques d'Écosse. Premier arrêt à Glenfinnan. Il est recommandé de venir assez tôt sur le site, le parking officiel se remplissant rapidement en haute saison. C'est en effet le principal point d'accès pour rejoindre le viaduc. Depuis là, un sentier d'environ 1 kilomètre nous mène au point de vue. Pour ceux qui ont plus de temps, une boucle d'environ 7 km permet aussi de passer sous le viaduc, de longer la ligne et de revenir par le monument de Glenfinnan. Dans cette vallée des Highlands se trouve l'un des viaducs ferroviaires les plus célèbres d'Écosse. Construit à la fin du XIXe siècle, il fait partie de la ligne qui relie Fort William à Mallaig, sur la côte ouest. Avec ses 21 arches de pierre, dessinant une large courbe au-dessus de la vallée, il est devenu l'une des images les plus connues du pays. Mais s'il attire aussi autant de monde, c'est aussi qu'il est traversé par le train à vapeur Jacobite, rendu célèbre dans le monde entier après son apparition dans les films Harry Potter. On vient ici pour voir ce moment précis. Le train surgir au loin, ralentir dans la courbe, puis passer au-dessus du paysage. Quelques personnes patientent déjà le long du sentier, appareil photo à la main. Puis, au loin, un mouvement. Une silhouette sombre apparaît entre les reliefs. Le train à vapeur Jacobite. Il avance lentement, presque solennellement, avant de s'engager sur la grande courbe du viaduc. Pendant quelques secondes, tout semble se suspendre. La fumée se mêle à la pluie fine, le train glisse au-dessus de la vallée, et l'image devient presque irréelle. Un instant bref, mais immédiatement reconnaissable. De ceux que l'on a déjà vus au cinéma, et qui prennent pourtant une toute autre dimension lorsqu'ils surgissent ici, dans ce décor des Highlands. Puis le convoi disparaît déjà au loin. Le calme revient. Ne reste plus que le viaduc, la vallée, et cette atmosphère profondément écossaise qui enveloppe tout le paysage. Un peu plus bas, au bord du Loch Shiel, un autre monument attire le regard. La colonne que l'on aperçoit au loin est le Glenfinnan Monument. Érigé en 1815, il rend hommage aux clans qui se sont ralliés ici en 1745, lorsque Charles Edward Stuart, plus connu sous le nom de Bonnie Prince Charlie, lança la dernière grande rébellion jacobite contre la couronne britannique.
Au sommet de la colonne, la statue d'un Highlander regarde encore la vallée. Un rappel que ces paysages spectaculaires ont aussi été le théâtre d'une histoire mouvementée. Puis, nous reprenons ensuite la route vers le sud, en direction de Fort William. Quelques minutes plus loin, une autre page de l'histoire écossaise apparaît au bord de la rivière. Les ruines du vieux château d'Inverlochie. Lorsque nous arrivons, la pluie s'est enfin calmée. Les nuages se déchirent peu à peu au-dessus du Ben Nevis. Construit au XIIIe siècle, et malgré son apparence, ce château est considéré comme l'une des forteresses médiévales les mieux conservées d'Écosse. Contrairement à beaucoup d'autres châteaux écossais, sa structure principale est encore clairement visible. Les murs d'enceinte dessinent un carré presque parfait, renforcé par des tours à chaque angle. Le château a été le théâtre de 2 batailles importantes de l'histoire écossaise, en 1431 et 1645, pendant les guerres civiles britanniques. À quelques minutes seulement de ces ruines médiévales, se trouve Fort William, principale ville de la région. Avec un peu plus de 10 000 habitants, c'est la deuxième agglomération des Highlands après Inverness. La ville s'étend au bord du Lochlin, au pied du Ben Nevis, la plus haute montagne du Royaume-Uni, qui culmine à 1345 mètres. Aujourd'hui, Fort William est surtout connu comme un point de départ pour les randonneurs et les voyageurs qui viennent explorer les Highlands. Mais l'origine de la ville remonte au XVIIe siècle. Après les révoltes des clans, le gouvernement britannique fit construire ici un fort pour contrôler cette région stratégique. Le fort a disparu depuis longtemps, mais la ville qui s'est développée autour est restée. Nous le découvrons en nous promenant dans le centre. Les rues sont simples, animées, bordées de boutiques, de pubs, de bâtiments en pierre typiques des petites villes écossaises. Au détour d'un parc, un monument attire notre attention. Il s'agit du Hiroshima Youth Memorial, une plaque offerte en 1968 par la jeunesse d'Hiroshima. Elle fait écho à un cairn pour la paix installée sur le sommet du Ben Nevis juste après la Seconde Guerre mondiale. Un symbole discret, mais émouvant, de réconciliation et d'amitié entre 2 régions du monde marquées par l'histoire. En continuant notre promenade, nous arrivons dans un petit square où 2 églises se font presque face. Une configuration assez fréquente en Écosse, où différentes confessions ont longtemps coexisté dans les mêmes villages. Parmi elles, l'église Saint-Andrew attire immédiatement le regard. Construite à la fin du XIXe siècle, cette église épiscopale de style néo-gothique se distingue par sa façade en granit rouge et son clocher élancé. À l'entrée, un porche couvert en bois, un lychgate, typique des églises britanniques, marque le passage vers le petit cimetière. Autour de l'église, les pierres tombales anciennes et les croix celtiques donnent au lieu une atmosphère calme, presque hors du temps. Nous entrons quelques instants. Des piliers en marbre vert de Connemara. Un autel en pierre de Caen. Des vitraux colorés et des stalles de chœurs en bois ancien composent un décor
à la fois élégant et paisible. Un contraste frappant avec l'animation des rues juste à l'extérieur. En ressortant, nous reprenons notre marche vers le centre-ville. Les façades de pierre, les pubs chaleureux et les petites rues pavées donnent à Fort William un charme simple et authentique. Sur High Street, une sculpture insolite attire les regards. Une Ford Model T en bronze. Elle rappelle un exploit étonnant réalisé ici en 1911. Un concessionnaire Ford réussit à conduire ce modèle jusqu'au sommet du Ben Nevis. Une ascension de 5 jours à travers marais, rochers et neige, réalisée à l'époque comme un coup de publicité spectaculaire. Aujourd'hui, la sculpture commémore cette aventure un peu folle. Une curiosité inattendue au pied de la plus haute montagne du Royaume-Uni. En quittant Fort William en direction d'Aubonne, les paysages des Highlands deviennent de plus en plus spectaculaires. La route traverse la vallée de Glencoe, entourée de montagnes abruptes. À un moment, nous nous arrêtons quelques minutes sur le bord de la route. Devant nous se dresse Baidin Nambian. Avec ses 1150 mètres d'altitude, c'est le plus haut sommet de ce massif. Son nom gaélique signifie généralement le pic des montagnes. Aujourd'hui, autour de lui, s'étendent des crêtes escarpées et des vallées profondes, dont les célèbres trois sœurs de Glencoe. Un paysage façonné par les glaciers, brut et spectaculaire. Même un arrêt de quelques minutes suffit pour comprendre pourquoi Glencoe est souvent considéré comme l'un des paysages les plus impressionnants d'Écosse. Après plusieurs kilomètres le long des lacs et des montagnes de la côte ouest, une grande arche métallique apparaît au-dessus de l'eau. Le Connell Bridge. Construit au début du XXe siècle, il enjambe le Loch Etive, à l'endroit où ses eaux rejoignent le Firth of Lorne. À l'origine, ce pont avait été conçu pour le passage du train. Plus tard, il fut adapté à la circulation routière. Avec sa grande structure d'acier suspendue au-dessus du lac, il est devenu l'un des repères les plus reconnaissables de la région. Et surtout, le signal que la mer n'est plus très loin. Aubonne se trouve à quelques kilomètres seulement. Cette petite ville portuaire est souvent considérée comme la porte des Hébrides, cet archipel d'îles situé au large de la côte ouest de l'Écosse, dans l'océan Atlantique, comme l'île de Skye que nous avions découvert dans l'épisode précédent. Depuis son port partent de nombreux ferries qui relient le continent aux îles de la côte ouest écossaise. L'ambiance est différente de celle des vallées des Highlands que nous avons traversées jusque-là. Ici, tout tourne autour de la mer. Nous faisons une pause directement sur le port, devant un petit stand local. Ici, les produits arrivent presque directement des bateaux. Poissons, moules, huîtres, crabes, tout est fraîchement pêché. Petit détail à savoir, paiement en cash uniquement. Et surtout, attention aux mouettes. Elles surveillent chaque plateau
et n'hésite pas à plonger pour voler un morceau de nourriture si l'on ne fait pas attention. Après cette pause gourmande, nous continuons la promenade dans la ville. En marchant le long du front de mer, un curieux plan bronze attire l'attention. Autour du cercle central, plusieurs directions sont indiquées. Copenhague, la Laponie, Sydney, le pôle Nord, et même Glenfinnan, que nous avons traversé un peu plus tôt dans la journée. Un rappel discret que ce petit port écossais est tourné vers le large. Mais pour avoir une meilleure vue sur la ville et la baie, il faut prendre un peu de hauteur. Nous grimpons alors vers cette étrange silhouette qui domine la ville et l'océan. Avec ses arches de pierre disposées en cercle, la tour McCaig's ressemble à une version écossaise du Colisée. Le monument a été construit à la fin du XIXe siècle par un riche bienfaiteur local, John Stuart McCaig. Son objectif était double. D'une part, offrir du travail aux maçons de la ville pendant l'hiver, lorsque l'activité du port ralentissait. Mais il imaginait aussi un monument familial, où chaque arche devait accueillir une statue représentant les membres de sa famille. Le projet ne sera jamais terminé. Après sa mort, en 1902, les travaux s'arrêtent et l'intérieur reste inachevé. Aujourd'hui, la structure domine toujours la ville et offre l'un des plus beaux points de vue sur Aubonne, sa baie et les îles au large. Nous poursuivons notre route le long du lac Fyne, en direction du village d'Inverarey. En arrivant, la météo change peu à peu. Le ciel se couvre, la lumière devient plus douce, presque grise. Une atmosphère très écossaise qui accompagne parfaitement le paysage. Face au lac, Inverarey apparaît avec ses longues façades blanches parfaitement alignées. Un village étonnamment ordonné pour les Highlands. Son apparence actuelle remonte au XVIIIe siècle, lorsque le duc d'Argyll décida de déplacer et de reconstruire entièrement le village pour accompagner la construction de sa nouvelle résidence. Nous nous promenons quelques minutes dans les rues. Les maisons géorgiennes, les toits d'ardoise et les façades claires donnent à l'endroit une atmosphère calme et élégante, tournée vers le loch. Au bord de l'eau, une large esplanade s'ouvre face au loch Fyne. Quelques statues de pierre regardent le paysage, entre le village, l'eau et les montagnes qui ferment l'horizon. Un peu plus loin, derrière un grand parc arboré, apparaît Inverarey Castle. Toujours propriété du clan Campbell, l'une des familles les plus puissantes de l'histoire écossaise. Avec ses 4 tours coniques et ses façades de pierre claire, le château évoque presque un décor de conte. Autour du château, le parc s'étend largement jusqu'au lac. Dans les prairies, on aperçoit même quelques vaches des Highlands, reconnaissables à leurs longues franges et leurs grandes cornes. Nous n'entrons pas à l'intérieur, mais le château abrite notamment une impressionnante salle d'armes, ainsi que plusieurs salons décorés dans le style du XVIIIe siècle. Aujourd'hui encore, le château d'Inverarey reste l'une des résidences aristocratiques les plus emblématiques d'Écosse.
Nous retournons à notre base et nous arrêtons dans un restaurant typique pour un dîner. C'est dans ce décor simple et authentique que nous terminons notre journée avec un repas typiquement écossais. Dans le prochain épisode, nous partirons à la découverte de Glasgow. À bientôt pour de nouvelles découvertes.